Bonsoir à tous et donc je vais commencer ce webinaire consacré à la thyroïde au cours de la grossesse, exposé qui va être partagé en trois parties. Une première qui va rappeler brièvement les variations des paramètres fonctionnels thyroïdiens au cours de la grossesse, pour envisager après les problèmes liés à l'hypothyroïdie au cours de la grossesse et enfin le problème de l'hyperthyroïdie au cours de la grossesse. Donc, dans cette diapositive, je reprends les différents éléments qui interviennent physiologiquement au cours de la grossesse, en particulier la sécrétion d'HCG, on va y revenir, la production de stradiol, le métabolisme de l'iode et l'activité de la désiodase de type 3 placentaire. En effet, comme vous le savez, au cours de la grossesse, il existe des modifications du métabolisme des iodures chez la mère liées à une augmentation de la cléarance rénale sous l'effet des œstrogènes, d'un transfert transplacentaire des iodures pour permettre à la thyroïde fœtale de produire des hormones thyroïdiennes, et enfin à la stimulation de la fonction thyroïdienne. Tout cela entraîne une augmentation des besoins en iode qui, classiquement, doivent être de l'ordre de 200 à 250 microgrammes par jour pour permettre un bon fonctionnement de l'économie thyroïdienne au cours de la grossesse. À côté de ces modifications du métabolisme des iodures, il existe une augmentation de l'activité fonctionnelle de la thyroïde, liée à l'augmentation de la thyroxine beta-globuline sous l'effet des œstrogènes, qui entraîne une augmentation du pool extrathyroïdien de T4, de thyroxine, une sécrétion placentaire d'HCG qui va varier selon le contexte, et l'apparition très précoce de l'activité de la désiodase placentaire de type 3, toutes ces modifications entraînant des variations des paramètres fonctionnels thyroïdiens au cours de la grossesse. Dès les travaux de 1990 de Daniel Glinoer, Daniel avait mis en évidence une augmentation de la concentration de la thyroxine beta-globuline sous l'effet des œstrogènes qui entraîne une modification de la concentration bien sûr de la T4 totale et de la T3 totale, mais également lié à des modifications de l'affinité, à une diminution de la concentration de T4 libre au cours du deuxième et du troisième trimestre de grossesse. Beaucoup plus important est donc l'action de l'hormone de croissance de gonadotrophine chorionique, qui, comme vous le savez, va présenter un pic de concentration à la fin du premier trimestre de grossesse, qui va être responsable d'une augmentation modérée de la concentration de T4 libre et qui, par un effet de rétrocontrôle négatif, va entraîner une diminution de la concentration de la TSH. Ces données du travaux de Daniel Glinoer ont été complétées de façon beaucoup plus récente par cette publication de Correvar, qui met en évidence que la réponse de la thyroïde à l'action d'HCG est fonction de la présence ou pas d'une thyroïdite auto-immune. Et cette corrélation positive entre la concentration d'HCG et la concentration de la T4 libre, corrélation positive n'est présente que chez les patientes qui n'ont pas d'anticorps antithyroperoxydase. Ceci est montré dans la figure de gauche. Par contre, chez les patientes qui présentent une thyroïdite auto-immune, il n'y a pas de corrélation positive entre la concentration d'HCG et la concentration de T4 libre. Tout cela pour vous résumer les variations des paramètres fonctionnels thyroïdiens au cours de la grossesse, avec cette augmentation de la TBG et de la concentration de T4 totale sous l'effet des œstrogènes,
l'impact de la sécrétion placentaire d'HCG entraînant une augmentation de la concentration de T4 libre et donc un effet miroir sur la concentration, sur la diminution de la concentration de TSH. Ceci est très important à connaître pour pouvoir bien explorer les paramètres fonctionnels thyroïdiens au cours de la grossesse. Et dans ce schéma, dans cette figure, j'ai choisi de vous montrer les variations de la concentration de TSH dans une population de patientes euthyroïdiennes avec une diminution de la concentration de TSH moyenne au cours du premier trimestre de la grossesse, puis une augmentation progressive de la concentration moyenne au cours du deuxième et du troisième trimestre de la grossesse. Alors, par ailleurs, sous l'effet des modifications de l'affinité de la TBG, on constate des variations de la concentration de T4 libre au cours de du deuxième et du troisième trimestre de la grossesse. Et c'est un travail que notre ami le docteur Dermomès avait publié dans les débuts des années 2000, qui mettait en évidence des variations de la concentration de T4 libre au cours du troisième trimestre de la grossesse selon les trousses de dosage, avec en particulier une diminution de la concentration de T4 libre chez presque 20 à 35% des patientes. Et donc, on rappellera que la concentration de TSH va faire le diagnostic de dysfonctionnement thyroïdien. Elle est fonction surtout de l'activité TSH-like. Et il faut se souvenir que les normales vont être variables avec plusieurs paramètres, et en particulier l'évolution de la grossesse, l'apport iodé et la trousse de dosage utilisée pour le dosage de TSH. Il en est de même pour la concentration de T4 libre, qui, elle, fera le diagnostic de l'importance de la dysthyroïdie, du dysfonctionnement thyroïdien. Et là aussi, il faut avoir des normes spécifiques pour les laboratoires, pour chaque laboratoire, fonction de l'apport iodé, de l'évolution de la grossesse et de la trousse de dosage utilisée. Enfin, les anticorps antithyroperoxydase et également, de façon moins fréquente, les anticorps antithyroglobulines feront le diagnostic de thyroïdite auto-immune. On insistera et j'insisterai donc sur la concentration de TSH qui va être variable au cours de la grossesse en fonction donc de la trousse de dosage, de l'évolution de la grossesse et de la population étudiée, en particulier l'apport iodé, l'ethnie, l'âge, le BMI, et en particulier, je rappellerai en synthèse que lors d'un apport iodé suffisant, la concentration de TSH anormale varie en fonction de l'apport iodé, que dans le cadre, par exemple, d'une carence iodée modérée comme en Belgique et au cours de la grossesse en France, la fréquence de l'hypothyroïdie subclinique va être plus augmentée. Voilà ce que je voulais rappeler comme évolution des paramètres fonctionnels thyroïdiens au cours d'une grossesse dite normale. Envisageons maintenant le problème de l'hypothyroïdie au cours de la grossesse. On va insister sur deux caractéristiques de l'hypothyroïdie au cours de cette grossesse. L'hypothyroïdie clinique profonde, importante, marquée par une augmentation de la TSH associée à une diminution de la concentration de T4 libre, alors que l'hypothyroïdie subclinique est caractérisée par une augmentation de la TSH associée à une concentration de T4 libre qui reste dans les limites de la normale. La fréquence de l'hypothyroïdie au cours de la grossesse est variable en fonction des populations étudiées, qui sont essentiellement en fonction de l'apport iodé au cours de la grossesse et dans la population des femmes enceintes. La fréquence de l'hypothyroïdie est également variable au cours de la grossesse, avec une augmentation de la fréquence de l'hypothyroïdie au cours des trimestres de la grossesse, et surtout, on va y revenir, sur les critères de définition utilisés pour définir la normale de TSH, et donc ce qu'on entend par une hypothyroïdie infraclinique ou subclinique, et dans une population avec une carence iodée modérée,
l'on voit que l'hypothyroïdie subclinique peut être de l'ordre de 7%. Alors, on va insister sur ce problème des variations de la concentration de TSH au cours de la grossesse pour insister sur le fait suivant. C'est que jusqu'aux années 2010-2011, les données de la littérature concernaient essentiellement des populations de femmes ayant un apport iodé suffisant, et les normales de concentration de TSH en fonction des trimestres de grossesse étaient donc comprises entre 0,1 et 2,5 microunités par ml au cours du premier trimestre, atteignaient 3 microunités pour limite supérieure au cours du deuxième et du troisième trimestre en grossesse. Et depuis 2011, de nombreuses équipes ont publié des valeurs de référence de la TSH au cours de la grossesse, et ceci avec probablement des données dans lesquelles les populations n'ont sûrement pas un apport iodé aussi constant et suffisant que dans les premières données avant 2010. Et ainsi, dans cette publication de 2014, en Chine, cet auteur a rapporté une distribution des valeurs de TSH au cours du premier trimestre de la grossesse et a défini des normes en fonction de chaque partie du premier trimestre de la grossesse entre la quatrième et la 6e semaine de gestation et entre la 4e et la 12e semaine de gestation. Et l'on voit que si l'on se rapporte aux critères antérieurs à 2017 de l'ATA, c'est-à-dire une TSH qui devait être, pour être normale, inférieure à 2,5 microunités par ml, ces auteurs rapportent une prévalence de l'hypothyroïdie subclinique très augmentée, de l'ordre de 30% de la population. Par contre, si ces auteurs utilisent les normes définies en fonction de leur population étudiée, on voit que la fréquence de l'hypothyroïdie subclinique est par exemple comprise entre 4 et 12 semaines de gestation, des concentrations, des fréquences, des prévalences d'hypothyroïdie subclinique inférieures à 6%, alors qu'elles étaient de l'ordre de 30% pour des concentrations de TSH supérieures à 2,5 microunités par ml. Alors, sur les bases de ces données, on y reviendra, on verra quel est le niveau de TSH qu'il faut prendre en considération. Alors, l'hypothyroïdie au cours de la grossesse, le diagnostic peut être fait soit l'hypothyroïdie peut être connue de la patiente, antérieure à la grossesse, dans le contexte d'une thyroïdite chronique d'Hashimoto, un antécédent de chirurgie thyroïdienne, ou éventuellement la prise de médicaments qui interfèrent avec la fonction thyroïdienne. Par ailleurs, et dans d'autres circonstances, l'hypothyroïdie peut apparaître au cours de la grossesse, et c'est plus fréquent chez les patientes qui ont une maladie auto-immune, en particulier un diabète de type 1. À noter que dans 20% des cas, les patientes sont asymptomatiques, alors que les autres vont présenter des signes non spécifiques d'insuffisance thyroïdienne avec une asthénie, une chute des cheveux, une sécheresse cutanée, et parfois l'examen clinique mettra en évidence un goitre dans la région cervicale antérieure. Le bilan hormonal est classique. On retrouvera une augmentation de la concentration de TSH qui est plus ou moins augmentée, alors que la concentration de T4 libre est soit diminuée pour l'hypothyroïdie profonde ou clinique, ou dans les limites de la normale dans le cadre de l'hypothyroïdie subclinique. Les étiologies sont classiques au cours de la grossesse. C'est essentiellement la thyroïdite auto-immune. On peut avoir par ailleurs une hypothyroïdie secondaire à une chirurgie thyroïdienne, à un traitement antérieur par l'iode radioactif ou des causes médicamenteuses. Alors, le problème, c'est à partir de quand faut-il prendre en charge les patientes qui peuvent poser le problème d'une hypothyroïdie au cours de la grossesse. Par simplicité, je dirais, mais je suis prêt à répondre aux questions sur l'hypothyroxinémie, qui est définie par une concentration de TSH normale
associée à une concentration de T4 libre diminuée. On discutera essentiellement la prise en charge de l'hypothyroïdie clinique, définie par une augmentation de la TSH alors que la concentration de T4 libre est diminuée. Et sur le problème, et c'est la pathologie la plus fréquente, qui est l'hypothyroïdie infraclinique, définie par une concentration de TSH augmentée, alors que la concentration de T4 libre est dans les limites de la norme. Alors, lorsqu'on regarde les données de la littérature et les définitions, plusieurs recommandations ont été présentées. La première, on pourrait dire, retenue était celle de l'American Thyroid Association en 2011, qui était très comparable à celle retenue par l'European Thyroid Association de 2014, où on considérait que la limite supérieure de la normale de la TSH était à 2,5 micro-unités par ml au cours du premier trimestre de la grossesse et de 3 micro-unités par ml au cours du deuxième et du troisième trimestre de la grossesse. Sur les données les plus récentes que je vous ai présentées dans la première partie de la physiologie thyroïdienne au cours de la grossesse, l'American Thyroid Association a rapporté les limites de la TSH à 4 micro-unités par ml au cours du premier, du deuxième et du troisième trimestre de la grossesse. Ceci a été présenté dans une publication de Thyroid en 2017 et ça va poser le problème des conséquences variables de l'hypothyroïdie infra- ou subclinique sur les conséquences soit obstétricales, néonatales et de développement neuropsychologique ou neurodéveloppemental. Alors, quelles sont les conséquences de l'hypothyroïdie sur le plan obstétrical? L'on sait que l'hypothyroïdie peut entraîner des fausses couches précoces avec des avortements spontanés, plus ou moins importants selon la fréquence est plus ou moins importante selon l'importance de l'hypothyroïdie. On peut avoir une hypertension gravidique ou une prééclampsie, des anomalies placentaires, une anémie ou un risque d'accouchement prématuré, surtout en cas d'hypothyroïdie clinique. On aura également un retentissement sur le développement fœtal, avec un retard de croissance intra-utérin, des séjours en réanimation néonatale et des anomalies congénitales. Enfin, l'hypothyroïdie peut être également associée à des hémorragies du postpartum. Cependant, lorsqu'on regarde les données de la littérature, on voit que dès 2010, Roberto Negro rapportait une augmentation significative et quasiment un doublement de la fréquence des fausses couches lorsque la TSH était comprise entre 2,5 et 5 micro-unités par ml. De même, dans cette étude de 2014, on voit que le risque de fausse couche augmente de façon significative lorsque la TSH est supérieure à 2,5 micro-unités par ml entre la 4e et la 8e semaine de gestation. Ceci doit cependant dans cette étude être pondéré par le fait que cette augmentation est concomitante de la présence d'anticorps anti-thyroperoxydase. Le même auteur, Roberto Negro, en 2010, dans une étude dont le concept n'était pas celui pour lequel il a publié les données, mettait en évidence une diminution des complications obstétricales chez les patientes qui avaient une hypothyroïdie infraclinique définie par une TSH supérieure à 2,5 micro-unités par ml lors d'un traitement par la lévothyroxine. Donc, ces données ont été reprises et confortées par les travaux de Maraca qui, en 2016 et 2017, mettaient en évidence une augmentation de la fréquence des complications obstétricales chez les patientes qui avaient une insuffisance thyroïdienne, une TSH supérieure à 2,5 micro-unités par ml à la 7e semaine de gestation, augmentation de ces complications qui étaient diminuées de façon significative par la mise en route d'un traitement par lévothyroxine. Ces travaux des années 2000, des débuts des années 2000, mettaient en évidence que le traitement d'une hypothyroïdie clinique améliorait l'incidence de l'hypertension artérielle gravidique
et diminuer de façon significative la fréquence des fausses couches et des accouchements prématurés. Un travail plus récent de 2018 mettait en évidence qu'un traitement par lévothyroxine diminuait les accouchements prématurés chez les patientes ayant une TSH à ce moment-là supérieure à 4 micro-unités par ml. Dans cette étude finlandaise, on voit que les complications obstétricales sont nettement augmentées en cas d'hypothyroïdie modérée et qu'un traitement par la lévothyroxine diminue de façon significative ces complications obstétricales. Enfin, et presque pour conclure ces données des complications maternelles obstétricales au cours de la grossesse, cette méta-analyse publiée en 2018 mettait en évidence qu'au cours du traitement par lévothyroxine d'une hypothyroïdie subclinique, on ne retrouvait pas de complications obstétricales à type d'accouchement prématuré, de séjour en unité néonatale de soins intensifs ou d'anomalies placentaires chez les patientes qui avaient bénéficié d'un traitement par lévothyroxine. Donc on peut dire que d'une part, une hypothyroïdie infraclinique avec une TSH, disons, supérieure à 2,5 micro-unités par ml peut être associée à des complications obstétricales et que la mise en route d'un traitement par lévothyroxine peut diminuer ces complications obstétricales. Les complications fétales au cours de l'hypothyroïdie peuvent être marquées par un retard de croissance intra-utérin, une mort fétale lorsque l'hypothyroïdie est profonde et surtout, on envisagera dans cette présentation les troubles du développement neurocognitif. Maraca, dès 2016 et 2017, ces publications notaient que les conséquences néonatales avec un poids de naissance inférieur à 2,5 kg ou un Apgar bas étaient diminuées lors d'un traitement par la lévothyroxine. De même, cette méta-analyse, cette étude de 2019 mettait en évidence que chez les patientes ayant une hypothyroïdie infraclinique traitée par lévothyroxine, on notait une diminution des complications périnatales. Envisageons maintenant beaucoup plus en profondeur, je dirais, les conséquences néonatales des dysthyroïdies gestationnelles, où l'on voit dans la partie gauche de la diapositive l'évolution de la concentration de T4 de thyroxine avec la composante maternelle qui est unique jusqu'à la fin du premier trimestre à grossesse, alors que la thyroïde fétale va devenir fonctionnelle à partir de la 16e ou 18e semaine de gestation. La partie inférieure de cette diapositive représente les différentes structures neurosensorielles qui vont apparaître et se développer au cours de la grossesse. La première étude qu'il faut avoir à l'esprit, c'est la publication du New England en 1999 où Adlo comparait le quotient intellectuel chez des enfants âgés de 7 à 9 ans nés de femmes qui avaient présenté une hypothyroïdie au cours du deuxième trimestre à grossesse. Et cet auteur mettait en évidence une diminution significative du quotient intellectuel chez les enfants nés de mères ayant présenté une hypothyroïdie pendant la grossesse, mais surtout une nette augmentation des enfants avec un quotient intellectuel inférieur à 85 lorsqu'ils étaient nés de mères qui avaient présenté une hypothyroïdie au cours du deuxième trimestre à grossesse. Et il existait, dans un travail complémentaire de cette équipe, une corrélation significative entre la sévérité de l'hypothyroïdie maternelle et la diminution du quotient intellectuel de ces enfants. À noter par contre que dans cette étude de 1999, Atlo notait et rapportait que le traitement de l'hypothyroïdie maternelle entraînait une correction de la diminution du quotient intellectuel.
Depuis lors, deux études ont beaucoup fait parler. Et la première, c'est l'étude de John Lazarus du New England en 2012, qui rapportait l'évaluation d'une neurocognitive des enfants à l'âge de 3 ans par un quotient intellectuel chez des enfants nés de femmes qui présentaient une hypothyroïdie maternelle définie par une augmentation de la concentration de TSH ou une diminution de la concentration de T4 libre chez des patientes qui avaient bénéficié ou pas d'un traitement par lévothyroxine à 150 microgrammes par jour à partir de 13 semaines, en moyenne à 13 semaines de gestation. Et cet auteur mettait en évidence que le traitement de l'hypothyroïdie maternelle, débuté donc à 13 semaines de gestation, n'entraînait pas d'amélioration du quotient intellectuel chez les enfants à l'âge de 3 ans. Mais cette étude doit être interprétée avec précaution selon les 3 ou 4 points suivants. Le premier, c'est que dans cette population rapportée par John Lazarus, il existait à la fois des patientes qui avaient une insuffisance thyroïdienne périphérique subclinique avec une augmentation modérée de la TSH variable dans les deux populations du Pays de Galles et d'Italie, mais également il y avait presque 50% de ces patientes qui avaient simplement une hypothyroxinémie isolée. Le dépistage et donc le début du traitement était tardif, en moyenne après 13 semaines de gestation. Et lorsqu'on en discute avec nos confrères neuropédiatres, la sensibilité et la valeur du quotient intellectuel chez les enfants à 3 ans peut être discutée. Mais surtout, et de façon beaucoup plus récente, à la vue de travaux récemment publiés, on doit retenir que les patientes, lorsqu'il existait une insuffisance thyroïdienne maternelle, elles bénéficiaient d'un traitement par 150 microgrammes de lévothyroxine. Et Correvar, dans un travail de 2016, montre que, en fonction de la concentration de T4 libre maternelle à la 18e semaine d'aménorrhée, il existe une relation en U inversé entre la concentration de T4 libre maternelle et le quotient intellectuel des enfants à l'âge de 6 ans. Pour dire qu'on aura le même niveau de quotient intellectuel en présence chez un enfant né d'une mère qui aura une hypothyroxinémie, mais également une augmentation de la concentration de T4 libre. Et ceci est complété par 2 éléments. Le premier, c'est la fréquence des quotients intellectuels inférieurs à 84 à 85 chez ces enfants, mais également Correvar met en évidence une relation en U inversé entre la concentration de T4 libre maternelle et le volume du cerveau évalué chez ces enfants par IRM. La deuxième étude plus récente de 2017 de nos confrères américains a évalué l'impact d'un traitement par 100 microgrammes de lévothyroxine chez des femmes présentant une hypothyroïdie définie par une TSH supérieure à 4 microunités par ml, avec une étude soit du quotient intellectuel, soit des échelles de Bailey dans cette population. Et ces auteurs ne mettent pas en évidence de différences significatives entre le groupe traité par lévothyroxine et le groupe non traité. Mais il faut rappeler que le début du traitement était tardif à plus de 16 semaines de gestation. Et on peut dire donc, il est comme dans ce tableau de synthèse, que le traitement proposé tant dans l'étude de John Lazarus que de Kazé était un traitement qui était tardif et qui peut expliquer l'absence d'efficacité de la lévothyroxine. Donc, en ce qui concerne l'hypothyroïdie, lorsqu'elle est diagnostiquée au cours de la grossesse, il faut restaurer le thyroïdie sans affecter la fonction thyroïdienne fœtale. Le traitement ne peut être que la lévothyroxine et on ne doit pas utiliser des associations LT4 plus T3. La dose devant une hypothyroïdie clinique est de 2 à 2,4 microgrammes par kilo et par jour. La question qui doit être
envisager, c'est surtout à partir de quand traiter une hypothyroïdie infraclinique. Est-ce qu'on se souvient des recommandations de l'ETA ou on se fixe les recommandations de l'ATA de 2017 et je vous rappelle que celle-ci n'envisageait un traitement de l'hypothyroïdie infraclinique que si la TSH était supérieure à 4 en présence d'une auto-immunité thyroïdienne ou supérieure à 10 en absence d'auto-immunité thyroïdienne. Cependant, les données les plus récentes de la littérature vont pondérer un peu ces données de l'ATA et une publication récente de Taylor montre que, bien sûr, lorsque la TSH est supérieure à 4 microunités par ml, il faut envisager un traitement par la lévothyroxine. Par contre, dès que la TSH est comprise entre 2,5 et 4 microunités par ml ou dans les valeurs de référence de chaque laboratoire, si les anticorps antithyroperoxydase sont positifs, on envisage un traitement. Si la patiente bénéficie d'une procréation médicale assistée, on envisagera également un traitement. Si elle a présenté des fausses couches à répétition, on envisagera un traitement par lévothyroxine. Par contre, en l'absence de ces trois paramètres, l'auto-immunité, le contexte de PMA ou les fausses couches à répétition, la patiente pourrait bénéficier d'une supplémentation iodée. Et dans tous les cas, il est nécessaire d'avoir un suivi régulier de ces patientes. Voilà. Alors, lorsque l'hypothyroïdie était connue avant la grossesse, il faut maintenir le thyroïdie également au cours de celle-ci et d'augmenter la posologie de la lévothyroxine de l'ordre de 30 à 50%. Augmentation de la posologie qui est variable selon le contexte, plus important en particulier après la prise en charge d'un cancer thyroïdien différencié. Et cette augmentation de la posologie de la lévothyroxine doit être très précoce. Dans ce schéma adapté d'un travail de Mendel, on voit que les besoins en hormones thyroïdiennes augmentent pendant la grossesse et puis vont rediminuer après celle-ci. Il est nécessaire de contrôler la fonction thyroïdienne de ces patientes au cours du traitement par la lévothyroxine et maintenir la TSH inférieure à 2,5 microunités par ml au cours du premier trimestre à grossesse et inférieure à 3 microunités par ml au deuxième et troisième trimestre à grossesse. Il faut diminuer la posologie de la lévothyroxine après l'accouchement chez la majorité des femmes traitées et il est nécessaire d'adapter la posologie dans le contexte d'une éventuelle auto-immunité avec la possibilité d'un épisode de thyroïdite silencieuse du postpartum. La surveillance de ces patientes est un élément très important pour prévenir une thyrotoxicose qui peut être, comme montré dans ce travail de Correvar, peut être un facteur d'apparition d'une diminution du quotient intellectuel et, comme je vous l'ai dit, d'une diminution du volume du cortex cérébral évalué par IRM. Et de façon plus récente, un travail a été publié toujours par la même équipe de Correvar, mettait en évidence qu'une augmentation de la concentration de T4 libre, même dans la limite supérieure de la normale, peut être associée à une diminution du poids de naissance des enfants. Donc, un traitement par la lévothyroxine enseigne à une hypothyroïdie clinique ou infraclinique diminue les complications obstétricales, périnatales et néonatales, et que le traitement par lévothyroxine d'une hypothyroïdie pendant la grossesse impose une surveillance fonctionnelle et n'entraîne pas, bien sûr, de complications chez la mère ou le fœtus. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'hypothyroïdie. Envisageons maintenant le problème de l'hyperthyroïdie au cours de la grossesse, qui est beaucoup plus rare. Et les données les plus récentes retrouvent une prévalence de l'ordre de 0,2%, dont le diagnostic est parfois difficile si l'on a simplement les signes habituels représentés par des palpitations, une thermophobie, une hypersudation, une tachycardie. C'est plus facile lorsqu'il y a les signes classiques de la maladie du base de dos avec un goitre vasculaire et une exophtalmie ou un myxœdème prétibial. Le diagnostic est classique, diminution de la TSH et augmentation des fractions libres des hormones thyroïdiennes avec la présence d'anticorps antirécepteurs de la TSH qui fait le diagnostic de la maladie de base de dos.
Pour vous rappeler dans cette diapositive que sous l'effet de l'HCG, et en particulier au terme du premier trimestre à grossesse, en l'absence d'auto-immunité thyroïdienne, les valeurs de TSH peuvent être basses, de l'ordre de 0,2 à 0,10 microunités par ml, et que cela ne fait pas le diagnostic de thyrotoxicose, mais simplement est le reflet de l'impact HCG sur la fonction thyroïdienne maternelle. Les étiologies au cours de la grossesse, globalement, la maladie de base d'eau, c'est la plus fréquente, qui va s'aggraver au cours du premier trimestre à grossesse, s'améliorer au cours de la deuxième liée à la tolérance immunologique et va présenter une fréquence importante dans le postpartum. La thyrotoxicose gestationnelle transitoire non auto-immune, l'hyperémesis gravidarum, l'hyperthyroïdie gestationnelle familiale et les molles datiformes et choriocarcinomes sont liés à l'activité TSH-like d'HCG. Beaucoup plus rarement, on aura à faire une hyperthyroïdie au cours de la grossesse liée à un nodule ou un goitre nodulaire hyperfonctionnel, thyroïdite subaiguë ou un adénome thyréotrope. Dans cette diapositive d'Andersen, on voit donc la prévalence ou l'incidence des dysthyroïdies au cours de la grossesse avec une augmentation au cours du premier trimestre de la grossesse concomitant au pic d'HCG, l'amélioration au cours du deuxième et du troisième trimestre de grossesse par tolérance immunologique et la fréquence des rebonds de maladies de base d'eau après l'accouchement. Alors, comment faire la différence entre une maladie de base d'eau et une hyperthyroïdie gestationnelle non auto-immune? La maladie de base d'eau, c'est une maladie liée à des anticorps antirécepteurs de TSH, avec la présence d'un goitre qui peut exister avant la grossesse, qui va apparaître chez des patientes qui ont des antécédents de maladies auto-immunes, qui va imposer un traitement par antithyroïde de synthèse et dont l'évolution est imprévisible. Alors, l'hyperémesis gravidarum, fréquence plus importante, marquée par des vomissements incoercibles en fin du premier trimestre de grossesse, avec une déshydratation, des troubles hydroélectrolytiques. La thyrotoxicose est le plus souvent modérée. La T3 libre ne sera augmentée que dans 12% des patientes avec des anticorps antirécepteurs d'ATSH négatifs. Et c'est une symptomatologie qui va être résolutive au deuxième trimestre de grossesse. L'hyperémesis gravidarum peut être liée à une augmentation de la concentration d'HCG, à une augmentation de l'activité de TSH-like avec certaines formes moléculaires d'HCG ou certaines mutations du récepteur de la TSH avec hypersensibilité à HCG. Dans ce travail ancien, on voit une corrélation négative entre le taux de TSH et non, il y a une corrélation, plus la TSH est basse, plus la concentration d'HCG est augmentée et il y a une augmentation de la concentration de T4 libre. Sur le plan conduite à tenir, la réhydratation dans le cadre de l'hyperémesis gravidarum, un traitement symptomatique sur le plan clinique et le traitement par antithyroïde de synthèse ne sera envisagé que sur les formes les plus graves, avec un traitement très transitoire qui pourra être arrêté au cours du deuxième trimestre de grossesse. L'hyperthyroïdie gestationnelle familiale, la première observation a été rapportée par Patrice Rodien en 1998. Nos confrères grenoblois en ont rapporté une observation en 2016 et nous-mêmes, nous venons d'en rapporter une observation marquée par la présence de cette mutation du récepteur d'ATSH dans la zone transmembranaire, alors que dans les deux premières observations, la mutation du gène du récepteur de la TSH était dans la zone de fixation de la TSH. Alors, quelles sont les complications de la thyrotoxicose au cours de la grossesse maternelle? Anémie, hypertension artérielle gravitique, prééclampsie, certaines crises thyrotoxiques, un risque de décès, et sur le plan obstétrical, des fausses couches, des retards de croissance intra-utérine, des morts fétales in utero, mais également quelques anomalies fétales et néonatales avec des atrésies œsophagiennes, des atrésies des couanes et parfois même des morts fétales.
Dans le cadre, ça c'était donc les complications liées à la thyrotoxicose. En ce qui concerne la maladie de base de dos et donc les anticorps antirécepteurs de la TSH qui vont passer le placenta peuvent être responsables de dysthyroïdie néonatale transitoire, soit à type d'hyperthyroïdie pour des anticorps stimulants ou une hypothyroïdie pour les anticorps bloquants. Et je ne peux pas me dispenser de rapporter ce travail de Dominique Luton qui, en 2005, mettait en évidence l'intérêt de coupler les données cliniques à notion d'un traitement par les antithyroïdes de synthèse ou du dosage des anticorps antirécepteurs de la TSH et les données de l'échographie fœtale pour prévoir le risque de dysthyroïdie fœtale, soit à type d'hypothyroïdie ou d'hyperthyroïdie. L'hyperthyroïdie au cours de la grossesse impose donc un traitement. Il faut restaurer rapidement le thyroïdie et cela va reposer essentiellement sur les antithyroïdes de synthèse. Je n'aborderai pas aujourd'hui le problème des indications de la chirurgie, tout en rappelant que la contre-indication formelle d'un traitement par l'iode radioactif au cours de la grossesse. Alors, les antithyroïdes de synthèse sont efficaces pour contrôler une hyperthyroïdie pendant la grossesse. Ils ont des effets secondaires bien classiques, allergiques, hématologiques, avec cependant rares cas d'agranulocytose. Et il y a quelques années, la toxicité hépatique au cours du propylthiouracil avait fait discuter ce traitement, mais l'on doit remarquer que les posologies utilisées étaient importantes. Beaucoup plus important à garder à l'esprit, c'est l'effet tératogène des antithyroïdes de synthèse. Et le premier qui avait été rapporté est l'aplasia cutis, avec cette absence de développement localisé de la peau au niveau du cuir chevelu et qui était observé essentiellement avec le carbimazole et le néomercazole. Il existe également une embryopathie aux ATS qui est classique, associée à trésidécoane, malformation gastro-intestinale, omphalocèle, malformation cardiaque et syndrome dysmorphique. Ces données antérieures étaient soit des cas cliniques, soit des petites séries, et il a fallu donc attendre 2012 pour que les premières séries de patients traités par antithyroïdes de synthèse aient été rapportées. La première étude était une étude au Japon qui a mis en évidence une augmentation significative de la fréquence de malformations chez les patientes, chez les enfants nés de femmes qui avaient bénéficié d'un traitement par carbimazole au cours du premier trimestre à la grossesse. Andersen, en 2013, a rapporté également dans une cohorte rétrospective du Danemark des données en comparant les anomalies, les malformations congénitales chez les enfants nés de mères qui avaient été traités par ATS pendant la grossesse, tant par le propylthiouracil, par le carbimazole ou le méthimazole, ou enfin l'association méthimazole-carbimazole et propylthiouracil. Et l'on voit que dans les débuts des années 2010, on voit des données dans la littérature rapportant une augmentation de la prévalence des malformations fœtales après les traitements par antithyroïde de synthèse, que ce soit par le carbimazole, méthimazole ou le propylthiouracil. Et cette méta-analyse, je dirais, met en évidence une augmentation des malformations ou des embryopathies au cours du traitement par le méthimazole-carbimazole, mais également au cours du propylthiouracil, chez quelques séries rapportées dans la littérature, alors qu'elles ne sont pas retrouvées dans d'autres études récentes. Il est à noter cependant que, outre le nombre de patients qui est important à prendre en considération, il est important de noter que la fréquence de ces malformations est d'autant plus importante que les enfants avaient été examinés non pas à la naissance, mais après 1 ou 2 ans de vie. Cette malformation congénitale dans cette méta-analyse retrouve une augmentation modérée de celle-ci après un traitement par le propylthiouracil,
mais ces malformations sont plus fréquentes après méthimazole, mais également après méthimazole en association au propyltiuracil au cours du deuxième trimestre et troisième trimestre de grossesse. Le spectre des malformations est variable avec ces antitérines de synthèse, bien classique avec méthimazole, carbimazole que je vous ai déjà décrit, avec le propyltiuracil, ce sont essentiellement des malformations faciales et du cou et des malformations urologiques. Et il est certain que si on n'a pas l'œil attiré et on recherche ces petites malformations de l'oreille, du pavillon de l'oreille, passeront inaperçues chez les enfants nés de femmes qui avaient bénéficié d'un traitement par propyltiuracil. Alors, comment on va envisager maintenant le traitement? Le traitement préventif, on pourrait dire qu'il faut contrôler la thyrotoxicose avant le début de la grossesse, avoir une contraception efficace chez les femmes en âge de procréer, mais également envisager un traitement radical chez les femmes qui vont pouvoir envisager ultérieurement une grossesse. Le traitement au cours de la thyrotoxicose pendant une grossesse reposera que sur les antitérines de synthèse et l'on ne fera pas un protocole thérapeutique de block replace en associant un antitérine de synthèse et la lévothyroxine. Les travaux de Lorberg avaient bien insisté sur une période de sensibilité maximale au risque tératogène au cours de la grossesse qui est entre 6 et 10 semaines. Et sur ces bases-là, ces auteurs rapportaient le fait qu'ils proposaient d'une part de faire un test de grossesse dès le premier jour de retard des règles, et si le test était positif, de prendre immédiatement contact avec le médecin référent. Et dans ce contexte, si on posait la sévérité initiale de l'épisode de thyrotoxicose, l'activité actuelle de la thyrotoxicose, la durée du traitement par les antitérines de synthèse et la posologie actuelle, et les résultats du dernier bilan thyroïdien et du taux des anticorps antirécepteurs de TSH. Et là, si l'on avait une rémission probable et un risque faible de récidive, on peut proposer à ces patientes un arrêt des antitérines de synthèse et une surveillance rapprochée au cours du premier trimestre. Donc, poursuivre les antitérines de synthèse et au cours du premier trimestre de grossesse, utiliser le propyltiuracil. Alors, peu de données dans la littérature sur l'allaitement au cours du traitement par les antitérines de synthèse ou les antitérines de synthèse au cours de l'allaitement. Les données les plus récentes témoignent que l'on peut avoir un traitement par les antitérines de synthèse chez les femmes qui allaitent avec des doses faibles de méthimazole de l'ordre de 20 à 30 mg par jour, de propyltiuracil inférieur à 300 mg, doses fractionnées qui seront prises après la tétée avec nécessité de la surveillance d'un bilan thyroïdien au cours du premier mois de naissance, après un mois de naissance. Cette diapositive pour vous rappeler la fréquence des récidives de maladies de base d'eau après la grossesse et la nécessité de surveiller ces patientes et de maintenir une concentration de T4 libre chez la mère dans la moitié supérieure ou dans le tiers supérieur pour éviter toute hypothyroxinémie chez l'enfant. Donc, en synthèse, je crois qu'il faut garder à l'esprit la notion de programmer les grossesses chez les femmes qui présentent une maladie de base d'eau. Et je vous remercie de votre attention en vous rappelant cependant que il est nécessaire de pratiquer un dosage des anticorps antirécepteurs de TSH au cours du premier et du troisième trimestre de grossesse chez toute femme qui poursuit un traitement par les antitérines de synthèse pour une maladie de base d'eau gravidique, chez toute patiente euthyroïdienne après un traitement par iode radioactif ou une thyroïdectomie pour une maladie de base d'eau antérieure, et chez toute patiente euthyroïdienne après un traitement médical pour une maladie de base d'eau, si la surveillance obstétricale met en évidence un goitre ou des anomalies fétales. C'est pour, en conclusion, vous rappeler de la nécessité d'une collaboration étroite entre les gynécologues, les obstétriciens et les endocrinologues pour la prise en charge des patientes présentant une hypothyroïdie auto-immune liée à une maladie, une hypothyroïdie auto-immune ou à une hyperthyroïdie par une maladie de base d'eau au cours de la grossesse.
Voilà, et je vais pouvoir maintenant répondre à vos questions. Si la TSH est inférieure à 2,5 et que les anticorps sont positifs au cours d'un traitement, pas au cours d'une procréation médicale assistée ou en cas de fausse couche à répétition, est-ce qu'on doit traiter? C'est une très très bonne question. Et si l'on se réfère aux dernières publications du New England de nos confrères, ils ne mettent pas en évidence de bénéfice du traitement par faible dose de lévothyroxine pour augmenter ou pour diminuer le risque de fausse couche ou d'accouchement prématuré. Mais c'est surtout diminuer le risque de fausse couche. Une question, quel est le traitement par la lévothyroxine? Quel dosage? Quelle durée? Quelle surveillance? Je crois que premièrement, j'insisterai sur le fait que c'est un traitement par la lévothyroxine et ce n'est pas des associations T4 plus T3. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut adapter le traitement par la posologie de la lévothyroxine à l'importance de l'hypothyroïdie. Et je dirais qu'une hypothyroïdie, comme je l'ai montré dans le diaporama, une hypothyroïdie profonde, avec une TSH supérieure à 20 ou 30 microunités par ml, on pourra débuter la posologie de lévothyroxine à 2 ou 2,4 microunités par microgramme par kilo et par jour. Par contre, une hypothyroïdie subclinique ou infraclinique, on aura plutôt une posologie de l'ordre de 0,8 à 1 microgramme kilo jour. Mais dans tous les cas, d'avoir un contrôle de la concentration de TSH après 4 semaines de gestation, après 4 semaines de traitement, et maintenir la concentration de TSH dans les limites de la normale, inférieure à 2,5 microunités par ml au cours du premier trimestre à grossesse et inférieure à 3 microunités par ml. Peut-être la question c'est quelle durée? Mais je crois que c'est au moins dans l'hypothyroïdie profonde, clinique, la patiente devra continuer son traitement après l'accouchement et surtout dans le contexte si elle envisage une deuxième grossesse, dans le contexte de l'hypothyroïdie infraclinique avec une TSH 2,544, présence d'anticorps antithyroperoxydase positif ou fausse couche à répétition. On pourra discuter en fonction du contexte de la patiente d'arrêter le traitement si elle n'allaite pas et si elle ne veut pas envisager une deuxième grossesse rapide. Quelles sont les indications du traitement de l'hyperthyroïdie dans le contexte des maladies trophoblastiques gestationnelles? Alors, c'est essentiellement, c'est fonction de l'importance de la thyrotoxicose. Si la thyrotoxicose est modérée, c'est-à-dire TSH basse, T4 libre limite supérieure normale, T3 libre normal, c'est traitement symptomatique, bêta-bloqueur, essentiellement bêta-bloqueur. Si la thyrotoxicose est importante, associant une augmentation significative de la concentration de T4 libre avec une T3 libre augmentée, le traitement peut reposer sur, en fonction de la symptomatologie clinique, en particulier s'il y a une hyperémésis gravidarum. Ça peut être une hospitalisation, des perfusions, une réhydratation, mais sur le plan fonctionnel thyroïdien, on utilisera essentiellement le propyltyracile parce que c'est une pathologie du premier trimestre à la grossesse avec une posologie adaptée en fonction de la thyrotoxicose traitement qui devra être reconsidéré au cours du deuxième trimestre à la grossesse car le plus souvent, cette symptomatologie d'hyperthyroïdie ou de thyrotoxicose gestationnelle non auto-immune transitoire évolue favorablement au cours du deuxième trimestre à la grossesse. Alors, question, quel ATS préconisez-vous au cours du premier trimestre à la grossesse? Je reviens à dire ce que j'ai dit au cours du diaporama. Premier trimestre à la grossesse, c'est le propyltyracile, à moins que la patiente présente soit une altération, une allergie ou une intolérance à l'ATS et à cet ATS, et à ce moment-là, envisager un traitement par le médimazole ou carbimazole.
Que peut-on utiliser en cas de contre-indication aux ATS durant la grossesse? Alors ça, c'est une très très bonne question. Et c'est pour des données récentes qui mettent en évidence, mais ça nécessite un contrôle et d'autres études. C'est de l'iodure de potassium, certains de nos confrères, en particulier asiatiques, rapportent un contrôle de la thyrotoxicose avec le iodure de potassium, mais peut-être aussi c'était des maladies de base d'eau peu évolutives qui auraient spontanément guéri ou amélioré au cours de la grossesse du fait de la tolérance immunologique. Que peut-on utiliser en cas de contre-indication aux ATS durant la grossesse? Je viens d'y répondre. Comment supplémenter en iode durant la grossesse chez la population maghrébine? C'est une très très bonne question. Essentiellement, il faut utiliser le sel iodé et essayer d'apporter une alimentation riche en iode en utilisant les produits marins en particulier. Une question que j'ai, qu'est-ce que l'hypothyroxinémie? Par définition, qu'est-ce que l'hypothyroxinémie? C'est une diminution significative de la concentration de T4 libre, alors que la concentration de TSH reste dans les limites de la normale. Diminution de la T4 libre et TSH dans les limites de la normale. N'est-ce pas lié aux techniques différentes de dosage? Si, sûrement, mais ceci est variable en fonction du temps au cours de laquelle l'hypothyroxinémie a été mise en évidence. L'hypothyroxinémie, comme je vous l'ai montré dans le travail de Madame Dermomès, était fréquente au cours du 3e trimestre à grossesse. Lorsqu'on est en premier trimestre à grossesse, l'hypothyroxinémie doit faire rechercher d'une part la possibilité d'une thyroïdite chronique d'Hashimoto, mais également une carence en iode. Et il est fort probable que la fréquence des hypothyroxinémies au cours de la grossesse diminuera lorsque toutes les patientes qui n'ont pas une affection thyroïdienne bénéficiera d'une supplémentation iodée. Une question, comment surveiller les ATS chez la femme enceinte? Quel bilan et quel crime? Alors, le bilan, c'est sûr qu'il faut faire le couple T4 libre TSH au cours de la grossesse. Et je vous ai montré un peu rapidement peut-être, mais pour un problème de timing, c'est qu'il faut maintenir au cours d'un traitement par les antithyroïdes de synthèse une concentration de T4 libre à la limite supérieure de la normale, mais pas trop élevée pour ne pas montrer le risque sur le développement cérébral et le risque d'hypotrophie fétale. Et quel bilan T4 libre TSH, quel rythme sur à plus un bilan toutes les 4 semaines. Tant qu'une patiente poursuit un traitement par antithyroïde de synthèse, en particulier au cours du 1er trimestre, du 2e, et bien sûr rarement au cours du 3e trimestre à grossesse, il faut avoir un contrôle fonctionnel thyroïdien T4 libre TSH au moins toutes les 4 semaines. Alors, les objectifs de la TSH au cours de chaque trimestre à grossesse, au cours du traitement, je crois qu'il faut garder les recommandations antérieures de l'ATA et de l'ETA, les plus anciennes, c'est-à-dire maintenir une TSH inférieure à 2,5 microunités par ml au cours du 1er trimestre à grossesse et inférieure à 2 à 3 microunités par ml au cours du 2e et 3e trimestre en grossesse. Je pense qu'on doit avoir de nos confrères maghrébins qui posent la question: que pensez-vous du traitement par benzylthiouracile d'une hyperthyroïdie au cours de la grossesse? Ça, c'est une question récurrente. Chaque fois que je suis allé faire des exposés au Maghreb, c'est une question qui m'a été posée. Et j'avoue que je n'ai pas trouvé de données de la littérature et j'attends que nos confrères du Maghreb publient des données sur
les critères de surveillance et les éventuels effets tératogènes du benzylthiuracile, alors que lorsqu'on en discute, il n'y a pas beaucoup de données dans la littérature. Ah oui, je l'ai mis dans une diapositive, mais je ne l'ai pas dit dans mon exposé. Est-ce qu'il existe un seuil pour le taux des anticorps antirécepteurs dans la TSH où le risque est majoré pour le fœtus? Alors, ça, c'est une très, très bonne question et je vais me référer aux travaux les plus récents et en particulier ceux de l'équipe de Lyon, en particulier de Véronique Ravereau et de Françoise Borson-Chazot, pardon. Dès que le taux des anticorps, dès que la concentration des anticorps antirécepteurs de la TSH est supérieure à 3 fois la limite supérieure normale, on peut dire qu'il y a un risque de dysthyroïdie fœtale qui sera soit une hypo, soit une hyper, en fonction du caractère bloquant ou stimulant de ces anticorps. Pas d'intérêt du dosage de la T3 dans l'hypothyroïdie, non. Dans le contexte, je n'ai jamais parlé tant dans le rappel physiologique qu'au cours de l'exposé de l'intérêt du dosage de la T3. Pourquoi? Parce que celle-ci est très modifiée et altérée et détruite au niveau des différentes enzymes, en particulier des désiodases au niveau placentaire. Mais par contre, un traitement associant T4 plus T3 qui serait euthyroïdien sur le versant maternel exposerait le fœtus à un risque d'hypothyroïdie fœtale. Fait-on une échographie de la thyroïde fœtale chez toutes les femmes avec des anticorps antirécepteurs TSH positifs? Je dirais oui. Je dirais oui après 18 à 22 semaines de gestation. Avant 18 ou 20 semaines de gestation, l'échographie thyroïdienne fœtale n'a pas d'intérêt parce que la thyroïde n'est pas fonctionnelle. Par contre, après la 24e semaine de gestation, lorsque les anticorps antirécepteurs de la TSH sont toujours positifs, il y a indication à faire une échographie fœtale pour essayer de mettre en évidence d'une part le goitre fœtal et d'autre part des signes indirects de thyrotoxicose ou d'hypothyroïdie fœtale. Quel est le traitement d'une thyroïdite chez une femme enceinte avec une TSH élevée? Simple, je crois qu'il faut corriger. On ne va pas se préoccuper de la dysthyroïdie, de la thyroïdite auto-immune. On va corriger l'hypothyroïdie et mettre en route un traitement par la levothyroxine afin de corriger l'hypothyroïdie et restaurer le thyroïdie. Désir de grossesse plus base d'eau en cours. Thyroïdectomie? Lorsqu'on est en présence d'une patiente qui a une maladie de base d'eau, si elle est très évolutive, avec des taux d'anticorps antirécepteurs de TSH très élevés, je dirais une concentration de T3 libre élevée par rapport à l'augmentation de la T4 libre, c'est-à-dire un rapport T3 sur T4 élevé, un goitre important, je crois qu'il faut envisager une thyroïdectomie. Par contre, si vous avez une patiente qui est traitée pour une maladie de base d'eau par des antithyroïdes de synthèse depuis 1 an ou 15 mois, avec une petite dose d'antithyroïde de synthèse, seule ou associée à de la levothyroxine, que le goitre n'est pas très important et que les anticorps antirécepteurs de TSH ne sont pas très élevés, on peut, après les travaux et les propositions faites par l'équipe de Peter Lorberg, envisager l'arrêt du traitement par les antithyroïdes de synthèse et par la levothyroxine et proposer une surveillance très stricte. Et même certains auteurs préconisent dans ce contexte-là d'envisager un contrôle fonctionnel thyroïdien au cours de la grossesse, au cours du premier trimestre de grossesse très régulier. Et certains envisagent même un contrôle tous les 15 jours du couple T4 libre TSH. Dans l'hyperémesis gravidarum, qu'est-ce qu'on donne
est-ce qu'on donne des ATS puisqu'il vaut mieux les éviter? C'est une très très bonne question. C'est fonction de l'importance, c'est en fonction de l'importance de la thyrotoxicose. Si la thyrotoxicose est modérée, traitement symptomatique, bêta-bloqueur, essentiellement. Par contre, si la thyrotoxicose est très invalidante, avec un hyperémésis gravidarum, une perte de poids de plus de 5%, des anomalies du bilan hépatique, ainsi de suite, il est nécessaire d'envisager une hospitalisation avec réhydratation et mise en route d'un traitement symptomatique, des bêta-bloqueurs et parfois un traitement de courte durée par le propylthiouracil. Alors, je n'ai pas envisagé le problème et je n'ai pas relu de façon récente le problème. Quelle cible de TSH maintenir chez une femme présentant un nodule suspect de carcinome papillaire au 3e trimestre de la grossesse? C'est une très très bonne question. À la vue des données les plus récentes, et en particulier sur le risque, d'une part, du retentissement cérébral, de l'augmentation de la concentration de T4 libre pour le développement cérébral de l'enfant. Et deuxièmement, les données les plus récentes sur la corrélation entre la concentration de T4 libre et le poids de naissance des nouveau-nés, je dirais que je garderai une TSH dans les limites de la normale. Je n'irai pas prendre le risque d'entraîner une thyrotoxicose chez cette patiente qui a un carcinome papillaire et dont on sait que au cours du 3e trimestre de la grossesse, l'évolution est courte et on ne prend pas de grands risques. Donc, je ferai plutôt le risque fonctionnel thyroïdien, thyrotoxicose, plutôt que le risque carcinologique du carcinome papillaire, dont on ne me précise pas la taille. Doit-on continuer le traitement par lévothyroxine après l'accouchement en cas d'hypothyroïdie infraclinique? C'est une très très bonne question. Je pense que j'y ai en partie répondu, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de désir de grossesse, de deuxième grossesse immédiate, eh bien je pense que si c'était dans le cadre d'une TSH comprise entre 2,5 et 4 microunités par ml, en l'absence d'anticorps antithyroperoxydase, s'il y a des fausses couches à répétition, et je dirais que je pourrais, après en avoir discuté avec la patiente, je pourrais envisager un arrêt du traitement par la lévothyroxine au décours de l'accouchement et envisager un contrôle fonctionnel thyroïdien dans les 6 à 8 semaines après l'accouchement. Il y a une question qui revient souvent: comment mettre en évidence une carence en iodurine 24 heures? Alors, je pense que je vais arrêter là après, je ne sais pas. Mais comment mettre en évidence une carence en iode? L'iodurine des 24 heures, l'iodurine des 24 heures n'a de valeur que dans le cadre d'une étude de population. Hein. Mais à l'étape individuelle, il n'y a pas d'indication à faire un dosage de l'iodurine chez une patiente qui est ou qui veut ou qui va débuter une grossesse. L'ensemble des données épidémiologiques parisiennes, lyonnaises ou de la région Midi-Pyrénées mettent en évidence que plus de 75 à 80% des femmes enceintes présentent une carence modérée en iode et donc doivent bénéficier d'une supplémentation iodée au cours de la grossesse si elles n'ont pas une affection thyroïdienne sous-jacente. Et ils ne poursuivent donc pas un traitement soit par les antithyroïdes de synthèse ou un traitement par la lévothyroxine. Donc, la majorité des femmes enceintes doivent bénéficier d'une supplémentation iodée au cours de la grossesse. La France n'est plus considérée comme un pays de carence iodée pour les adolescents, la population d'âge variable, mais par contre,
les données de l'ICCIDD et des différentes structures internationales considèrent toujours que la France est un pays de carence iodée pendant la grossesse. Voilà, j'essaierai voilà, donc j'essaierai de répondre. De toute façon, je vais probablement rédiger des articles sur ces deux parties, sur l'hypothyroïdie et la grossesse et l'hyperthyroïdie et la grossesse. Et je vous remercie de votre attention et je voudrais savoir ce que vous avez pensé de ce webinaire organisé par HAC. Et je remercie en particulier le monsieur Pascal Seri pour m'avoir confié ce webinaire. Et je vous remercie d'abord de l'organisation de ce webinaire et deuxièmement de votre attention et de toutes ces questions qui m'ont été posées pendant ce webinaire sur thyroïde et grossesse.